bienvenue dans notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé RQSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours ou plus précisément pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. L'épisode d'aujourd'hui sera animé par moi-même, Sabrina Anissa Almansali. Dans quelques instants, nous allons rencontrer deux invités, professeur Jacques Cherblanc et Madame Geneviève Gauthier. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation et bienvenue à notre podcast. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, c'est pas par hasard que vous êtes tous les deux invités aujourd'hui. Il y a une plateforme qui a été lancée en mai 2022 qui s'appelle La vie, la mort, on en parle. Est-ce que vous voulez... Moi, j'ai participé à l'ouverture, donc au lancement de cette plateforme, mais j'aimerais que les auditeurs connaissent un peu plus sur cette plateforme. Donc, parlez-nous un peu de la plateforme La vie, la mort, on en parle. Très bien, je pourrais peut-être laisser Geneviève nous présenter la plateforme parce qu'elle la connaît mieux que moi finalement. Avec sa collègue Laurie, elles ont travaillé fort pour que la plateforme soit une réussite comme elle est aujourd'hui. En fait, l'idée de la plateforme, c'est une plateforme qui a pris naissance en France. Eux ont vu la nécessité, en fait, de cartographier les différents acteurs français là, en les divisant par région pour voir qu'est-ce qui était offert pour accompagner les jeunes qui vivent un deuil. Donc, l'idée, c'était vraiment de rassembler ces ressources-là parce qu'il n'y avait pas un seul endroit où on pouvait y avoir accès. Et à travers les différentes recherches qui ont fait cartographier, être en mesure aussi de voir est-ce qu'il y avait des trous, est-ce qu'il y a des endroits où on a peu de services, on a peu de choses qu'on offre pour l'accompagnement des enfants, avec différents critères. Donc, il fallait que le service soit gratuit, il ne fallait pas que ça soit politisé. Donc, ils ont commencé à faire cette cartographie-là. Et ça s'est ensuite extensionné en Suisse, qui ont fait la même chose. En fait, ils ont commencé une cartographie des acteurs, des initiatives qui sont faites, notamment en soins palliatifs auprès des enfants, mais aussi pour les accompagner lorsqu'ils vivent toutes sortes de deuils. Et enfin, le projet, suite à ces deux extensions-là, suite à ces deux volets-là, est atterri ici au Canada, au Québec, sous l'initiative là, du professeur Jacques Cherblanc. Et c'est à ce moment-là, nous, en fait, qu'on a pris le relais pour participer à la cartographie des différents services, des acteurs qui œuvrent sur le territoire québécois pour aider, soutenir les jeunes qui sont endeuillés. Donc, Laurie Saint-Gelais et moi, là, on a participé à la cartographie. Principalement, ce qu'on a fait dans une première phase, c'est qu'on a fait une recherche sur les outils de base de recherche en ligne, en fait, pour voir qu'est-ce qui pourrait être offert. Et à partir de ça, on a contacté les acteurs et les initiatives pour discuter avec eux, en fait, pour savoir quels sont leurs services, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut les communiquer avec eux, etc., pour pouvoir avoir toutes ces informations-là et les amener sur la plateforme web dans le volet québécois. À travers les discussions qu'on a eues avec ces acteurs-là, eux aussi nous ont proposé différentes initiatives qu'ils connaissaient, hein, comme c'est leur milieu, ils connaissaient bien ça, donc ils nous ont dit, avez-vous pensé à telle personne, tel organisme à contacter? Donc ça nous a permis, là, à travers une méthode un peu boule de neige, là, d'élargir justement nos connaissances sur les services qui étaient offerts ici sur le territoire québécois. Et en mai dernier, comme vous le dites, là, on a fait le lancement là, du volet québécois de la plateforme à Montréal, où on a présenté une première version en fait de la cartographie qu'on a fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la cartographie, elle est dynamique. Hein. Donc, on reste en constante discussion avec les gens du milieu. Donc, les gens peuvent nous écrire également pour nous dire, bon, voici telle information a changé, ou on a des nouveaux services, par exemple. Ils peuvent aussi nous dire, il y a telle personne peut-être qui serait intéressant à contacter, ou il y a des organismes qui peuvent directement nous écrire pour dire, nous, on est un organisme qui offre ce genre de service-là. On aimerait pouvoir figurer sur la plateforme. Donc, nous, après ça, on peut les rencontrer et ajouter. Donc, c'est quelque chose qui se nourrit continuellement.
ce que j'aime vraiment dans cette plateforme, ce qui m'a fait embarquer dans le projet, c'est qu'en fait, on retrouve tout, dans cette plateforme. Donc la plateforme, c'est La vie, la mort, on en parle.fr. Heu, donc c'est un site sur lequel on peut retrouver des ressources, donc qui peuvent aider, des personnes adultes. En général, la plateforme est destinée à des adultes qui veulent aider des enfants et des adolescents à parler de la fin de vie, de la mort et du deuil. Donc, il y a des ressources qui sont destinées aux enfants, aux adolescents, mais avec, le soutien qui peut être un parent, un grand-parent, qui peut être un intervenant scolaire, un professionnel de la santé, des services sociaux. Donc il y a des ressources pour ces individus-là. Moi, ce que j'adore dans la plateforme, c'est la médiathèque. Donc il y a vraiment une super médiathèque avec des bandes dessinées, avec des livres, avec de la musique, avec des films, pour parler de la fin de vie, de la mort et du deuil. Et moi, je trouve que c'est merveilleux parce qu'on se rend compte, de toute la toute la richesse de la culture humaine, autour de ces questions qui sont, la plupart du temps tabous, en fait, dont on ne parle Oui. pas. Alors qu'en fait, on en parle beaucoup, tout le temps, hein, on est tout le temps entouré de deuil, hein. La vie, c'est des deuils. J'ai une amie qui me dit que, s'il y avait pas de deuil, il y aurait pas de psychologue. Ben, c'est vrai, parce que dans le fond, les psychologues travaillent quasi exclusivement sur des deuils qui sont, à venir, qui sont passés ou qui sont en train de se faire. Puis on en parle très peu. Hem et sur cette plateforme-là, par la médiathèque, on se rend compte que des chansons qu'on écoute, à la radio, des films, des livres et cetera, tout peut être un sujet, pour parler de la fin de vie, de la mort et du deuil et pas de façon, sombre, déprimante et cetera, mais vraiment de façon intelligente, pour développer une certaine sagesse, hein, qu'on peut avoir maintenant que c'est pas nécessaire de vivre, ces événements-là de façon, violente, soudaine ou, souffrante, là. Ça peut être aussi, dans le fond, ça fait partie de l'éducation, qu'on peut avoir de parler de ces questions fondamentales. Donc moi, c'est cette partie-là que j'adore, mais effectivement, comme disait, Geneviève, il y a des sections très pertinentes là, qui parlent des ressources et puis des acteurs et des actrices du milieu québécois qui travaillent autour des soins palliatifs, pour les enfants en particulier et les adolescents. C'est super intéressant ce que vous me partagez. Puis en vous écoutant, je me suis posé plusieurs questions. Donc, il y avait le principe de gratuité que vous nommiez, Geneviève. Donc, il y a des organismes de bienfaisance, il y a, j'imagine, des milieux communautaires qui sont tu sais, comme outils ou en tout cas comme service pour les endeuillés. Mais par rapport aux acteurs, actrices, est-ce que, mettons, moi, j'imagine, mettons, si je suis tu sais, j'écoute le podcast, puis je me dis: «Ah, ça serait intéressant, j'aimerais offrir mon service». Faudrait que mon service soit gratuit pour faire partie de la plateforme. L'idée derrière la gratuité, c'était surtout dans une optique d'accessibilité, en fait. Donc nous, quand on parle d'acteurs principalement, c'est vraiment, comme vous l'avez nommé, des organismes communautaires, des organismes de bienfaisance. On pourrait inclure, par exemple, un acteur qui a un site avec différentes ressources, tu sais, qu'on pourrait référencer, par exemple. Donc ça pourrait être quelque chose qui est possible. Mais de là à dire, par exemple, si on a un professionnel de la santé qui œuvre dans ce domaine-là et qui a des coûts associés, par exemple, à l'accompagnement, Oui. ben là, dans ce cas-ci, là, nous, on ne le rentrera pas dans acteur. On peut essayer, tu sais, de travailler s'il y a des outils qu'on peut ajouter à la médiathèque, ça, c'est parfait, on va le référencer, ça va nous faire plaisir. S'il y a parfois, c'est pas toutes les activités qui sont payantes non plus. Donc, un professionnel ou un intervenant peut offrir, par exemple, des webinaires qui sont gratuits ou des groupes qui sont gratuits. Donc, ça va nous faire plaisir de les mettre. Mais l'idée, c'est vraiment de favoriser l'accessibilité Parfait. à des services là, pour les enfants et les adolescents. Puis vous disiez que c'est en mouvement, si on veut, donc vous pouvez inclure des acteurs à tout moment. Vous proposiez tout à l'heure, de vous contacter. Moi, j'aimerais savoir où vous contacter si on est intéressé. C'est, une très bonne question. En fait, sur le site, La vie, la mort, on en parle.fr, lorsque vous défilez là, vers le bas, vous allez voir, il y a un petit formulaire qui est possible de remplir là, pour nous contacter. Sinon, l'adresse courriel, là, c'est
on en parle à commercial.ucac.ca, donc pour communiquer directement avec nous. Mais sinon, sur le site Internet, vous êtes en mesure aussi là, de remplir un formulaire pour présenter un peu soit votre organisme, soit votre initiative et nous contacter. Puis c'est possible de poser des questions aussi. Il y a Tout comme un à fait. formulaire aussi pour poser des questions directement. Donc, ce n'est pas un site sur lequel on peut avoir du soutien psychosocial, par exemple, mais c'est un site sur lequel on peut poser des questions. Est-ce que dans mon coin, il existe telle chose? Est-ce que vous connaissez des livres qui parlent de ça? Puis donc, dans la mesure du possible et dans la mesure de notre temps et du temps des personnes qui s'occupent du site, on vous répondra. Super. Puis, tiens, là, on est vraiment, moi, je suis curieuse par rapport à la plateforme, mais tout à l'heure, Geneviève, vous mentionnez, tu sais, avec Laurie Saint-Gelais, vous avez fait un travail colossal, tu sais, de répertorier, donc de cartographier tous les organismes pour endeuiller. Et en même temps, vous êtes rentré en contact avec ces organismes. Donc moi, je me pose la question, c'est comme étudiante qui est impliquée dans des projets de recherche, comment vous l'avez vécu ce processus? Qu'est-ce que ça vous a pris comme temps, comme énergie? Ben, comme c'était un projet qui était vraiment stimulant, en fait, Laurie et moi, on ne se connaissait pas avant, on s'est connus sur ce projet-là. On a vraiment fait une belle équipe en travaillant ensemble. Donc, c'est Laurie principalement là, qui a rencontré le plus grand nombre de personnes d'organismes. J'en ai rencontré quelques-uns, mais c'est vraiment Laurie qui a fait le contact. Et moi, je me suis occupée de la partie plus mettre en ligne toutes les informations, donc rassembler les informations que les acteurs nous communiquaient et pouvoir les mettre là, sur la plateforme. Personnellement, moi, je l'ai vécu comme une expérience vraiment riche, vraiment enrichissante, de pouvoir partir avec ce projet-là. En fait, on avait un exemple français avec un volet suisse, mais on avait une page blanche pour le territoire québécois. Donc, on part un peu de zéro et on y va comme on pense, en fait. Donc, on a commencé à rencontrer un premier organisme, un deuxième, et ensuite, ça l'a déboulé. Donc, je pense que de pouvoir participer dans un projet de recherche comme ça de A à Z, c'est vraiment très riche comme expérience. C'est stimulant parce qu'on est à la fois créatrice, donc on est vraiment dans la créativité, comment est-ce qu'on fait pour les contacter, comment est-ce qu'on amène l'information sur la plateforme, mais un volet aussi recherche là, qui est important, comment est-ce qu'on soutient les données qu'on avance, parce qu'éventuellement, bon, on a participé à un congrès qui a présenté les différentes retombées de cette plateforme-là. C'est génial. Puis de votre côté, professeur Cherblanc, comment vous avez vécu cette expérience? Parce que j'imagine il y avait déjà, ben, la plateforme existait en France, en Suisse. Comment vous avez été inspiré de faire quelque chose de similaire au Québec? Et comment vous avez vécu cette expérience? Moi, je dirais que dans tous les projets, là, ce qui fait un projet, ce qui fait une réussite, c'est vraiment les gens avec qui on les fait. Tu sais, on a beau avoir la plus belle idée du monde, trouver le sujet merveilleux, si les personnes avec qui vous les faites sont des individus exécrables, ça va être une expérience catastrophique et puis il y a personne qui sortira gagnant. Là, dans ce projet-là, dans le fond, du début jusqu'à la fin, tout le monde était formidable. Les collègues français qui ont élaboré l'idée de la plateforme, donc c'est des jeunes, hein, c'est une équipe de jeunes qui faisait partie de la Société nationale, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est la Société nationale française ouais, de recherche sur les soins palliatifs, là. Comment ça s'appelle? C'est la SM, vous avez trouvé ça? La Société française de soins palliatifs, donc il y a un volet jeune qui travaille qui font des recherches ou de l'intervention. Et donc, il y a un comité là, des jeunes de cette société-là qui a eu l'idée du projet. En particulier Nicolas et Caroline, avec qui on a eu des contacts. Puis écoutez, c'est des gens passionnés, puis intelligents, puis cultivés, tout ce que vous voulez, là. Des gens merveilleux euh, qui ont fait de la plateforme ce qu'elle est et puis qui ont su nous inspirer. Dans le fond, comme disait Geneviève, nous éviter les problèmes qu'ils ont rencontrés, mais tout en nous laissant une grande liberté dans ce qu'on voulait faire, mettre de l'avant. Donc, quand on travaille avec des gens comme ça, c'est formidable. Avec Christine Faber-Caputo, ma collègue suisse, c'était merveilleux aussi parce que, dans le fond, elle a eu le travail d'adapter à un autre pays ce qui avait été mis en place en France. Elle nous a fait bénéficier tout au long de son expérience, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Puis au Québec, là, avec Laurie et Geneviève, c'était super, quoi. C'est deux personnes
magiques, là, qui sont capables à la fois d'être hyper sérieuses et hyper, je dirais, attentives là, dans le processus d'identification des acteurs et des ressources, mais extrêmement humaines aussi là, quand elles entrent en contact avec ces ressources-là, avec des personnes très patientes, très compréhensives et tout. Donc non, c'était vraiment un projet idéal. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a reçu un soutien financier de l'Université du Québec à Chicoutimi, donc qui ont cru à la plateforme du départ. Dans le fond, ils ont dégagé un budget pour permettre à Laurie et à Geneviève de travailler rapidement au développement de la plateforme. Pour eux, ils y voyaient vraiment un plus pour la population. Ils voyaient vraiment que c'était quelque chose qui allait, qui était nécessaire en fait, donc ils y ont cru du départ. Et puis je pense que c'est un tout, hein, dans le fond, c'est que bon, ils croient dans les recherches sur les soins de fin de vie, sur les soins palliatifs, sur le deuil. Ils croient dans ce que je fais aussi, mais le fait d'avoir une plateforme qui esthétiquement est super belle, très, très attrayante, je veux dire, c'est convaincant aussi, là. On dit oui, c'est quelque chose de beau, je veux être associé à ce projet-là. Donc je pense que ça aussi, ça aide. Je sais pas, je suis un peu désolé de ne pas avoir je sais pas, de mauvaises nouvelles à vous annoncer ou d'éléments, mais Oh, on est... Oh, ça a vraiment bien été, là. ouais. J'arrive pas à vous trouver des éléments qui ont mal été. On est très content pour vous, puis je peux le témoigner parce que j'ai participé au lancement, puis j'ai rencontré Geneviève, Laurie. Je les ai harcelés de messages par la suite. Je voulais vraiment en passant, Laurie a eu un imprévu, donc elle ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais je témoigne de leur humanité, puis, leur savoir-être. Heu, J'aimerais vous poser la question sur est-ce qu'on a une idée sur c'est quoi les retombées de la plateforme La vie, la mort, on en parle, sur la société ou sur les personnes concernées, finalement les bénéficiaires de cette plateforme? Je ne sais pas si Geneviève, vous avez des informations pour le Québec? Je sais que pour la France, il y a, dans le fond, une première étude là de retombées qui a été faite et qui va être publiée, dans un ouvrage que je dirige et qui va paraître cette année là sur, la pédagogie de la finitude. Donc ils présentent, les résultats de leur étude, réalisée en France. Donc c'est une étude où ils ont à la fois des données quantitatives là, sur le nombre de personnes qui fréquentent, la plateforme, sur quelle page ils vont, combien de temps ils restent, et cetera. Et aussi, des éléments qualitatifs, donc avec, des entrevues réalisées, avec des personnes qui ont utilisé la plateforme, donc des personnes qui sont membres de la Société française de soins palliatifs à titre d'intervenants et qui utilisent la plateforme. Donc je vous dirais que les commentaires, les appréciations et les évaluations sont extrêmement positives. Là, on a vraiment le sentiment que, la plateforme vient remplir un vide, un besoin, que les intervenants utilisent, surtout, les ressources. Donc, qu'est-ce qui existe enfin, de de quoi est-ce que je pourrais me servir pour parler de la mort avec un adolescent ou pour parler des questions religieuses liées à la mort ou des choses comme ça. Donc là, vous avez, plein de petits textes qui font du transfert de connaissances, très vulgarisés sur des sujets, sensibles. Et puis la médiathèque aussi donc, qui est utilisée, comme, donc dans le fond, c'est les 2 parties qui sont, les plus utilisées. Puis la section acteurs qui est plus utilisée par les professionnels pour, identifier des ressources dans la région, là, des services offerts dans la région dans laquelle ils travaillent. Mais, petit à petit, dans le fond, les personnes qui travaillent en soins palliatifs, fin de vie et tout, ils finissent par connaître les gens, hein, donc ils vont moins se référer à la plateforme. C'est plus les visiteurs, occasionnels là, qui vont dans cette section-là. Donc je dirais que les retombées qui ont été évaluées sont auprès des professionnels, auprès des professionnels ou des bénévoles, hein, qui interviennent en soins palliatifs. Puis c'est extrêmement positif. Après, il y avait quand même un biais de sélection là, donc ce serait intéressant d'aller voir ceux qui ne retournent pas sur la plateforme, pourquoi est-ce qu'ils n'y retournent pas?
parce que ceux qui ont participé, c'est des gens qui la trouvent, Merci. qui la trouvent super, puis qui trouvent qu'il y a des retombées, heu, majeures. C'est sûr qu'on peut toujours se débrouiller, on le faisait avant, hein, mais dans le fond, de tout avoir sur un seul endroit et puis de pouvoir amener même la personne, l'enfant ou l'adolescent à retourner voir, par lui-même de façon autonome, ben ça, c'est riche, quoi. Mmh. Oui, puis en complémentarité, en fait, pour les retombées ici au Québec, peut-être davantage sous forme de témoignages là, qu'on a eu accès, Laurie et moi, là, soit des acteurs même qui étaient contents qu'on mette en lumière les services qu'ils offrent parce que parfois ces services sont mal connus ou peu connus. Donc de pouvoir être sur une plateforme comme ça qui rayonne, si c'était positif pour ces personnes-là. Je sais qu'ici dans la région, la plateforme a été présentée, à une équipe là, au sein du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au centre jeunesse particulièrement, pour comment intervenir avec des jeunes qui vivent des deuils. Donc c'est une intervenante là, qui nous a contactés, qui a eu vent du projet, et qui a présenté la plateforme à l'ensemble de son équipe. Ça a été fait aussi dans une commission scolaire là, au Lac-Saint-Jean, où il y a une intervenante qui a entendu parler du projet, qui a communiqué avec nous et qui a présenté cet outil-là, justement, non seulement aux professionnels, mais aussi aux professeurs, à la direction de l'école, pour que les gens puissent connaître cette plateforme-là. Et après ça, ben, les gens commencent à s'en parler de plus en plus, donc de façon peut-être moins systématique, là, c'est pas dans le cadre d'une recherche, mais on a quand même eu des témoignages là, de gens qui ont parlé de la plateforme et qui nous ont dit vouloir l'utiliser là, dans le cadre soit de leur enseignement ou de leurs interventions auprès des enfants et des adolescents. Ouais, donc il y a vraiment du bouche à oreille qui se fait par rapport à cette plateforme. Et puis, je me posais la question, quel est le devenir de cette plateforme? Est-ce que vous avez une idée de où vous voulez amener? On se projette sur l'avenir avec cette plateforme ou? Oui, mais en fait, moi, je vous dirais ça. Enfin, moi, de mon point de vue, il y a, moi, j'ai un rêve, tu sais, en fond, j'ai un rêve que ce soit un point de départ, là, pour, développer vraiment, une attention, une préoccupation pour, une littératie de la fin de vie, de la mort et du deuil, tout au long de la vie, en particulier, auprès des enfants et des adolescents, puis de façon ouverte. Donc justement, je trouve ça intéressant que la plateforme soit apolitique, areligieuse et gratuite, là. Donc il y a comme un aspect d'universalité là qui est en arrière qui est dans la philosophie de la plateforme. Puis moi je pense enfin j'espère que ce serait seulement un début, que c'est, dans le fond un outil qui sera seulement l'un des outils auquel on aura accès, plus tard, mais qui aura vraiment une préoccupation, une attention pour ces questions-là. Dans les écoles québécoises, on en parle très peu, hein, dans les programmes de formation de l'école québécoise. C'est toujours quelque chose qui pourrait être présent, mais dont on parle, très peu. Par exemple, on parle des guerres, hein, on parle du sens de la vie, on parle dans les programmes d'histoire, dans les programmes, d'éthique et culture religieuse. Dans le nouveau programme de culture et citoyenneté québécoise, qui va remplacer le programme d'éthique et culture religieuse, on va parler explicitement, de la mort. Donc, c'est un gros gain, je pense, si on en parle correctement, tu sais. C'est si les enseignants sont suffisamment enseignantes sont suffisamment, formés, Formés. à l'aise et outillés pour en parler. Mais c'est pas je vous dirais que c'est pas quelque chose de plus, difficile que la sexualité, dont ils doivent déjà parler, ou que de parler des dinosaures, là. Je veux dire, si on Mmh. regarde ça dans l'absolu, on a quand même une plus grande expérience du deuil que des dinosaures, donc ça devrait pas être plus compliqué, là. C'est juste qu'il faut être formé, faut se sentir, hem, apte, dans le fond, à en parler de façon, saine avec, les enfants. Donc il faut avoir fait un travail sur soi un petit peu avant quand même, pour, Ouais. dire dans le fond quand je parle du deuil, je parle du deuil, je parle pas de mes deuils ou de mon deuil. Je présume pas que le deuil c'est la même chose pour, chacun des élèves de ma classe que ça l'est pour moi. Je présume pas que chaque deuil que j'ai vécu, est identique non plus, là.
Donc, pour moi, c'est comme un premier pas, puis j'aimerais vraiment que ce soit juste un premier pas. Dans le fond, d'un point de vue plus pragmatique, je rêve que la plateforme, enfin, j'espère que la plateforme va se développer en elle-même et puis qu'elle va être maintenue à jour. Donc là, c'est un petit clin d'œil à mon université pour qu'elle maintienne un petit financement pour qu'on puisse continuer À grandir. voilà, c'est ça, à grandir et puis à se nourrir, à être maintenu à jour là, parce qu'il y a quand même toutes sortes d'initiatives. Et puis donc, mon rêve, ensuite, c'est que ça permette, d'initier, des collaborations entre des chercheurs, entre des intervenants, entre des parents, entre des endeuillés pour, c'est ça, pour développer une littératie, de ces questions-là. Puis en vous écoutant, je me pose la question, il n'y a pas un volet recherche dans la plateforme, hein? C'est vraiment côté intervention. Ah, vous êtes très forte, ça s'en vient. OK. Oui, ça s'en vient. Donc, enfin, il y a un volet qui est en développement, là, qui vise dans le fond, à mettre de l'avant les projets de recherche en cours, et puis à présenter, faire du transfert de connaissances et de la validation de connaissances au fur et à mesure, donc sur ces questions, de fin de vie, de deuil et de mort chez les enfants et les adolescents. Donc c'est, un autre onglet qui va se rajouter, mais là, vous avez un scoop, là, pour le coup. Oui, c'est ça. Merci et puis, j'imagine autant que tu es professeur, quand on développe ce type d'initiative sans j'imagine qu'il y a un aspect, tu sais, de collaboratif où il y a quelque chose de collaboratif qui est super importante parce que vous allez comme, tu sais, partager entre autres les recherches qui se font sur le deuil, sur la fin de vie et cetera. Puis vous allez partager, ces informations. Les chercheurs vont pouvoir collaborer entre eux. Donc j'imagine il y a quelque chose aussi en vous qui vous motive à collaborer les autres aussi. Oui, je sais pas, là, il faudrait que j'en parle à ma psy parce qu'effectivement, je le fais, mais inconsciemment, mais peut-être que oui, effectivement. Je pense que c'est quelque chose que, en tout cas, moi, je travaille seulement comme ça. Donc, je travaille seulement, dans la collaboration, puis, avec d'autres, là. Donc, moi, je suis pas capable de faire je pense pas pouvoir faire de la science, tout seul dans mon coin. Donc, effectivement, puis on est dans l'interdisciplinarité. Beaucoup, sur cette plateforme. Puis je pense que c'est la voie, en fait, là, pour, dire quelque chose d'intelligent sur un sujet aussi complexe. Donc oui, je pense que c'est ça, on est dans la collaboration et on est dans, je dirais qu'on est dans l'au-delà de soi, là. On pense au bien-être de la société, là, plutôt qu'à publier, des articles dans une revue prestigieuse, là. On est Mmh. plus dans, comment est-ce que je peux faire pour faire ma part pour aider, là? Plus comme ça, ouais. Donc, mais en fait, on ne le réfléchit pas, là, enfin, en tout cas, si on réfléchissait, on ne le ferait peut-être pas. Si on écoutait les personnes qui évaluent nos dossiers, mais on le fait parce qu'on est fait comme ça, dans le fond, hein. Enfin, je ne sais pas si Geneviève fait comme ça aussi, mais Oui, tout à fait. Puis je crois que l'interdisciplinarité est au cœur de ce projet-là. C'est bien de le souligner parce qu'on s'adresse justement à différents types de personnes, donc à du personnel enseignant, à du personnel professionnel, à des intervenants, à des parents. Donc, ça prend des expertises diverses, en fait, pour s'adresser adéquatement à ces gens-là parce qu'on ne le fait pas de la même manière avec tout le monde, en fait. C'est pas les mêmes approches, c'est pas les mêmes fondements théoriques, si on veut. Donc, le fait d'avoir des gens qui proviennent de la sociologie, de l'éducation, du travail social, de l'intervention, ça permet vraiment une richesse dans la plateforme qui permet vraiment à chacun, je crois, d'y trouver son compte, là. Puis, Geneviève, je serais curieuse de savoir, est-ce qu'avant de vous, tu sais, avant de vous impliquer dans cette plateforme, est-ce que vous vous intéressiez déjà à la fin de vie, la mort? C'est une bonne question. J'ai un parcours que je qualifierais d'atypique, en fait. Ma formation initiale, j'ai fait un baccalauréat en sciences du langage. Donc, je suis formée en linguistique française, plus précisément en sociolinguistique. Donc, il y a quand même une partie sociale de moi là, qui reviendra plus fort éventuellement. Par la suite, j'ai fait une maîtrise, donc je me suis réorientée. J'ai fait une maîtrise en travail social où j'ai travaillé sur le sujet de la spiritualité.
Et comme vous savez, la spiritualité, bon, je pense qu'un des sujets incontournables avec lesquels on vient en contact, c'est entre autres la mort, le sens de la vie, les valeurs et tout ça, mais la mort est présente. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au deuil et à la mort. Et éventuellement, là, quand j'ai commencé mon doctorat, il y a eu une belle opportunité là, avec un projet international qu'on appelle affectueusement COVID-deuil. C'est vraiment à ce moment-là, là, avec le professeur Jacques Cherblanc, où j'ai pu m'initier justement là, au domaine du deuil. Mais sinon, avant, donc j'ai commencé à travailler sur le deuil, la mort, et est venu ce projet-là là, de la plateforme La vie, la mort, on en parle. Donc, j'étais quand même, j'ai beaucoup appris à travers ce projet-là. Là. J'étais légèrement initiée, mais pas tant que ça. Dans mon projet de doctorat, je m'intéresse au pré-deuil et au deuil, donc j'ai moins de connaissances par rapport à la spiritualité, mais j'imagine qu'il y a des liens à faire entre la spiritualité et le deuil. Oui, tout à fait. C'est c'est très bien dit. Il y a beaucoup de liens à faire. Ça pourrait être le sujet d'un podcast en entier. Mais oui, là, quand on parle des questions de sens, les questions existentielles qui traversent les époques, qui traversent l'humain depuis des milliers d'années, je pense que c'est un point de départ très, très, très intéressant là, pour faire des liens entre la spiritualité, le deuil, la mort et tout ça. Oui. Merci. Et puis, professeur Cherblanc, moi, je connais votre parcours, mais les auditeurs, pour certains, peut-être pas. Est-ce que vous, j'imagine, ces sujets, vous étiez bien familier avec les sujets de la finitude, de la spiritualité, le deuil? Oui, alors, c'est drôle parce que ça fait pas longtemps que je me suis rendu compte des raisons pour lesquelles je travaillais sur ces sujets-là. Vous savez, normalement, on devrait toujours faire une psychanalyse avant de travailler sur sur la mort et sur le deuil. Moi, je l'ai pas faite. Je l'ai faite, enfin, je l'ai pas faite, mais on me l'a fait faire après coup. Hem, tu sais, vous savez, le lien entre la spiritualité et le deuil, il y a des théories là, en psychologie évolutionniste qui disent que dans le fond, la religion, c'est une création humaine pour, faire face à la finitude de l'existant. Dans le fond, toutes les religions, toutes les croyances sont, une création humaine pour, ne pas avoir à affronter, un éventuel vide qui arriverait après la mort. Moi, je pense que c'est des théories un peu, fumeuses parce que dans le fond, n'importe toute création humaine, on pourrait dire ça, en fait. Hem, puis dans le fond, c'est pas non plus, pas toutes les manifestations de pour faire face à la mort ne sont pas forcément spirituelles ou religieuses non plus. Donc dans les 2 sens, ça ne disons que ça ne me convainc pas. Mais dans le fond, il y a des liens très forts quand on étudie, l'être humain entre, ce qu'il, appréhende ou non, hein. Dans le fond, ce qu'il peut dénier ou refuser de voir aussi, ça nous dit beaucoup sur sa spiritualité, puis spiritualité au sens large. Moi, dans le fond, je m'intéresse à ce sujet-là depuis, toujours en fait, c'est ce que ma psychanalyse, forcée m'a amené à réaliser. Quand je dis psychanalyse forcée, c'est qu'en fait, c'est ma conjointe qui m'a fait réaliser ça. Elle m'a fait réaliser que dans le fond, ma mère, jouait de l'orgue à l'église et préparait, les enterrements, avec les familles endeuillées, du village. Heu, vous allez me dire: «Ben oui, voilà, tout était là. Tout est la faute, On a la réponse. de la mère». Mais dans le fond, je m'en suis pas rendu compte. Moi, j'avais l'impression d'être très autonome dans tous mes choix, d'études. Et puis c'est vraiment, dans le fond, lorsque j'ai été, embauché comme professeur, que j'ai développé ma carrière en recherche, que naturellement, en fait, des projets de recherche en lien avec la fin de vie, avec la mort, avec le deuil se sont présentés. Puis ça me permet peut-être de faire une petite, remarque là. Heu, Oublier les plans, oublier les stratégies, de carrière et de recherche parce que ça fonctionne très rarement comme ça. En tout cas, moi, dans mon point de vue, puis des points de vue de mes collègues que je connais bien, dans le fond, si on réussit à faire de la recherche et à se déployer, c'est parce qu'au contraire, on est ouvert à ce qui se passe autour de nous, puis on n'est pas en train de courir un marathon, on est plus en train de se promener en forêt, là, puis on est attiré par des choses et puis des choses qu'on trouve intéressantes, donc on se promène avec curiosité, puis c'est comme ça qu'on trouve nos projets. C'est comme ça qu'on trouve des projets qui nous nourrissent,
aussi. Puis moi, dans le fond, ces sujets-là me sont apparus intéressants et je les ai abordés avec curiosité. Puis dans le fond, peut-être que c'est parce que ma mère accompagnait des personnes dans leur deuil que je me suis intéressé à ça. En tout cas, peut-être que ça me faisait moins peur qu'à d'autres. Mais moi, c'est vraiment pour ces raisons-là que je me suis intéressé et à la spiritualité et à la fin de vie, à la mort et au deuil, parce que c'est des sujets que je trouvais curieux. En fait, je trouvais curieux que dans une société libérale, avancée, comme peut l'être le Québec ou comme peut l'être la France, d'où je suis originaire, les gens croient qu'il y a quelque chose après la mort, croient qu'il y a des choses plus grandes que ce qu'on peut voir, toucher. Et puis que ça donne un sens à leur existence, ça donne un sens à leur relation avec les autres, puis que ce sens, en général, en très grande majorité, est positif. C'est toutes des belles choses qu'on ressent quand on croit, puis quand on est persuadé qu'il y a une vie après la mort, par exemple, ou qu'il n'y a pas de vie après la mort. Quand on en est persuadé aussi, ça donne une force pour agir dans le monde ici-bas. Donc moi, tout ça, c'est toutes des choses que je trouvais intéressantes et captivantes et que, dans le fond, que j'ai pas pu m'empêcher d'étudier. Et c'est pas, voilà, c'était pas un plan de carrière du tout, sachant que j'ai un enregistrement de 2012 dans lequel je dis à ma blonde, justement, que je m'appelle Jacques Cherblanc et que je ne travaillerai plus sur la mort et le deuil. Donc, vous On est en voyez, 2023, hein, et c'est voilà. juste 11 ans plus tard. Il y a l'avènement de la pandémie aussi, je pense, qui a fait en sorte, tu sais, initialement, moi, je me dirigeais pas vers un doctorat à l'Université du Québec à Chicoutimi, je me dirigeais vers un doctorat en travail social dans une autre université. La pandémie arrive en 2020, bouscule toutes nos pratiques sociales, toutes nos croyances, toutes nos certitudes. Et moi, je me suis sentie, je pense aussi que M. Cherblanc, c'est un peu la même chose. Je me suis sentie interpellée par ce qui se passait, par les gens qui décédaient, par les histoires qu'on entendait, par toutes les restrictions aux ritualités funéraires. Donc, c'est un peu, effectivement, c'était pas dans mon plan non plus. Donc, moi, j'adhère vraiment à cette marche en forêt, surtout pendant la pandémie, où on était encouragés à aller se promener dans la forêt, où je me suis sentie vraiment interpellée par ça et que j'ai voulu joindre ce thème d'étude qui est fascinant. Puis de la même manière, pendant la pandémie, il y a eu comme une crise qui fait en sorte que certaines personnes ont comme chacun a vécu la pandémie de manière différente. Il y en a qui l'ont vécu très, très mal, puis il y en a qui l'ont vécu très, très bien, dans le sens où ils ont repris des études dans un autre domaine, comme ce que, tu sais, où ils ont entamé un doctorat. Puis je fais le lien aussi avec le deuil qui peut engendrer parfois des changements existentiels pour certaines personnes. Donc, il y a aussi un lien à faire entre la pandémie, c'est oui, le deuil qu'ont vécu les personnes, mais aussi le lien de crise qu'engendre soit une pandémie ou un deuil, finalement. Oui, c'est clair. Puis c'est vraiment, dans le fond, pour moi, la pandémie a eu un effet spirituel sur beaucoup de personnes, là. Mmh. Parce que, enfin, je dirais que la dimension spirituelle a besoin d'arrêt pour se développer. Puis là, on a vécu un arrêt social. Donc il y a des personnes qui ont quand même réussi à ne pas rester immobiles pendant ce temps-là, mais c'était difficile, hein. Il fallait vraiment être très imaginatif pour réussir à arrêter le hamster qui nous court dans la tête tout le temps, puis à arrêter de se projeter en avant. Parce que là, c'était plus possible de se projeter de façon rationnelle, là. On savait plus du jour au lendemain, les restrictions changeaient et tout. Donc il y a effectivement des personnes pour qui ça a été très difficile. Des personnes pour qui ça a été très difficile, mais que ça a permis des changements, comme vous dites là, des changements, existentiels là sur, OK, ben, finalement, est-ce que c'est nécessaire d'autant travailler? Est-ce que c'est nécessaire de travailler? Est-ce que, dans le fond, si je peux me passer de mon véhicule, je vais arrêter de travailler pour payer mon véhicule qui me permet d'aller travailler? Des choses comme ça. Donc c'est sûr que ça a été une période de crise, puis quand en plus et ça moi j'appuie beaucoup, ce que Geneviève amène, travailler sur le deuil pendant la pandémie, ça allait de soi, là. C'est tous les chercheurs, anthropologues et sociologues qui travaillent sur la fin de vie, la mort et le deuil, en voyant les restrictions aux rituels funéraires, se sont dit: «Ça va être l'enfer, ça va être abominable ce qui va se passer, il faut absolument faire quelque chose». Donc
pour faire changer d'idée les décideurs politiques, on s'est dit, il faut leur donner des données probantes, il faut leur offrir des données qui leur montrent quel effet ça a. Donc, c'est parti de cette nécessité, en fait, d'étudier le deuil en temps de pandémie, parce qu'on s'est dit, en plus dans le fond, de la crise de la pandémie elle-même que n'importe qui traversait, là, si en plus il y avait une mort qui se produisait d'un proche qu'on ne pouvait pas côtoyer dans la fin de vie, au moment du décès et après, avoir le soutien social et les rites religieux ou sociaux, on s'est dit ça va être abominable ce qui va les effets de ça. Répercussions. Mmh. Ouais. Donc c'est ça, donc on a étudié ce sujet-là de façon, dans le fond, ça on avait, même si on avait eu 0 $, on aurait fait la recherche, là, il fallait qu'on la fasse, quoi. Ça nous a permis de voir aussi que dans les premières données qu'on a, que les gens, malgré des restrictions, certaines personnes endeuillées ont quand même ont usé de créativité, ont usé je dirais que la créativité, d'inspiration, de faire autrement, en fait. Donc, il y a des gens pour qui ça a permis ça également aussi. Donc, c'était beaucoup annoncé que ça allait être une catastrophe, qu'il allait probablement avoir des perturbations du deuil, complications, prolongations, tous les termes qu'on utilise pour les complications du deuil. Donc, c'était important justement de l'étudier pour ça, mais on a fait des belles découvertes à travers ça de gens qui l'ont vécu de façon sereine, avec créativité et c'est ça qui est ressorti des trucs qui étaient positifs quand même, là, malgré le contexte de crise, là. La créativité a eu toute sa place pendant la pandémie. Moi, j'avais participé à la rédaction d'un livre blanc où c'était mettre en lumière des initiatives qui ont été mises en place dans les milieux hospitaliers pour répondre justement à différents besoins, notamment les rituels, etc. Puis je vois qu'il y a certaines choses qui auraient pris peut-être des lustres pour se mettre en place, qui se sont mis très rapidement en un cours bref. Donc oui, l'humain est capable aussi de ça, de mettre en place des initiatives très rapidement, de les évaluer, de les déployer, de les évaluer, alors que peut-être en temps normal, ça nous aurait pris comme 2-3 ans pour mettre en place la même chose. Oui, effectivement. Ça, faut pas, c'est délicat, en fait, de porter un jugement sur, le vécu du deuil en temps de pandémie. Mmh. Parce que c'est ça, pour beaucoup de personnes, ça a été enfin, le fait de vivre un deuil, le fait de vivre le décès d'une personne proche, ça a été, dans le fond, ça a été impossible. Dans le fond, c'est comme une adaptation qui était demandée, qui n'était pas humainement possible avec les ressources, heu, mentales ou, psychologiques, spirituelles, physiques qu'on avait à ce moment-là. Et il y a d'autres personnes qu'on a rencontrées, puis, Geneviève, c'est ce qui l'intéresse beaucoup dans sa thèse, qui, pour qui ces circonstances-là ont permis de prendre conscience qu'ils avaient des ressources en eux, en fait. Ils avaient des ressources en eux qu'ils auraient peut-être pas mobilisées s'ils étaient dans une situation normale où, dans le fond, on fait les choses de telle ou telle façon. Bon, on va à la résidence funéraire, on fait comme les grands-parents ont fait, comme les parents ont fait avant nous, on se pose pas de questions. Alors que là, c'était pas possible, mais ça leur a permis de s'approprier, leur deuil de façon plus, plus riche peut-être, là, Significative aussi. plus significative, ouais. Mmh. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que c'est pas la majorité, hein, des personnes qui ont répondu à notre étude Covid-Deuil. Pour la majorité des personnes, ça a été abominable, catastrophique et extrêmement douloureux, puis ça l'est encore, pour les personnes qui ont participé à notre étude, hein. Mais il y a beaucoup de personnes quand même, dans notre étude toujours, pour qui, dans le fond, il y a une lumière qui s'est maintenue et puis, des forces qui ont été, découvertes et une croissance post-traumatique, ou, ou autre, hein, qui est une croissance existentielle, hein, qui se manifeste. En particulier avec des dimensions spirituelles, hein. Dans le fond, un sens donné à la mort et un sens donné à la nouvelle vie, là, qui sont vraiment, fascinants. C'est fascinant
des couples, des gens qui ont totalement une nouvelle perception du sens de leur vie, mais de la mort aussi, puis pour qui ça... mais de toute façon, tout le monde, hein, je pense, hein, tout le monde, on a eu peur pour notre propre vie, pour la mort, pour la vie de nos proches, donc ça change la perception. Tout le monde se disait: «Ah, ce sera plus jamais pareil après». Bon, moi, j'ai un petit doute là-dessus quand même. On a toujours un petit doute sur, les gens vont arrêter de consommer, ils vont arrêter de mais non, dès qu'on a pu, Ça revient. oui, c'est ça, donc dès qu'on a pu, on va retomber dans le déni de la fin de vie, de la mort et du deuil encore. Mais il n'empêche que, on a quand même eu un petit aperçu de, ça de la fragilité humaine et puis, de sa valeur en même temps. C'est super intéressant, puis je vois le temps filer. Je sais que vous avez eu, de longues journées, donc je ne veux pas trop vous retenir, mais j'aimerais finir avec une dernière question. Vous l'avez partagé un petit peu tout à l'heure, professeur Cherblanc, mais si vous pouviez parler au jeune chercheur ou à la jeune chercheuse que vous êtes, quel message aimeriez-vous, lui transmettre? Alors je sais pas, il y a peut-être un message encourageant, c'est, que, dans le fond, c'est ça, d'être attentif à ce qui se produit autour d'eux, d'être curieux, puis de pas, dans le fond, de pas, se faire trop de soucis avec, les, les plans de carrière, avec, on peut s'en faire un petit peu, hein, on peut quand même mettre les chances de notre côté en essayant de publier quand même, puis en essayant de travailler, fortement, pour avoir des bons résultats. Mais dans le fond, je trouve que ce qui compte vraiment, c'est les personnes avec qui on travaille. Donc, si on a des bons amis qui font leur doc en même temps que nous, si on a des bons enseignants, des bonnes profs, bons chargés de cours aussi, je pense que c'est ce qui va être le meilleur investissement qu'on va pouvoir avoir même pour un plan de carrière. Quelque chose peut-être de plus inquiétant ou de plus déprimant, heu, une je dirais une carrière en recherche, c'est vraiment des coups de chance. C'est d'avoir, je sais pas, d'être là au bon moment, d'avoir le bon sujet, d'avoir travaillé sur la bonne chose avec la bonne méthodologie au moment où quand on termine, il y a un poste qui s'ouvre, des choses comme ça qui sont, ce que je veux dire par là, c'est que, on n'est pas prof parce qu'on est meilleur que les autres, on est prof parce qu'on chercheur parce qu'on a eu de la chance, tu sais. On a mis des choses en place, on a travaillé, mais il y en a plein d'autres qui ont travaillé, beaucoup plus fort que nous, sans doute, de façon beaucoup plus acharnée, mais qui étaient pas là au bon moment, avec le bon sujet et cetera. Donc il y a comme un aspect, c'est ça, de chance là, puis qu'il faut prendre en compte et puis il faut, je sais pas comment dire ça, mais je sais pas comment on vit avec ça, avec ce sentiment que dans le fond notre carrière c'est basé sur la chance. Moi, dans le fond, de mon point de vue, je l'ai toujours vécu en étudiant ce que j'aimais avec des gens que j'aimais. Fait que de toute façon, j'aurais pas fait autre chose à ce moment-là, même si j'aurais pas eu de poste après. J'aimais faire ce que je faisais avec les gens avec qui je le faisais. Donc je pense que c'est pour ça que ça revient à mon conseil du début. Tu sais, si on fait ce qu'on aime avec des gens qu'on aime, ben, on perd pas notre temps, là. Très inspirant, Geneviève. Mais moi, je suis encore jeune apprenti chercheur, donc je pourrais me parler au présent peut-être. Il y a nécessairement des périodes qui sont plus difficiles là, quand on étudie au cycle supérieur, que ce soit à la maîtrise ou au doctorat. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent comme une expérience qui est solitaire. Je pense qu'idéalement, il faut se sortir de cette solitude-là, de pouvoir avoir du soutien autour de nous. Je pense qu'il y a beaucoup de crédit qui va aux gens qui nous entourent, qui sont là pour nous soutenir, que ce soit dans nos projets familiaux ou dans les autres projets qu'on a, hein, parce que le projet doctoral, c'est un projet parmi tant d'autres. Je pense que de pouvoir leur parler de notre sujet, de pouvoir le vulgariser, même s'ils ne comprennent pas toujours tout, même si ça ne les intéresse pas nécessairement, cette écoute-là et ce soutien-là est inestimable. Donc, je pense que c'est important d'aller chercher ça. D'aller chercher du soutien psychosocial aussi si c'est nécessaire. Parfois, on peut se retrouver seul, soit face à notre thèse ou peu importe.
Et on est dans une période où on voit des données là, qui sortent un peu partout sur la solitude qui est vécue, la détresse psychologique. Donc, moi, j'appellerais les gens là, à vraiment pas hésiter à aller chercher de l'aide. On n'est pas seul là-dedans. Puis de pouvoir en parler avec des gens qui l'ont vécu, soit d'autres doctorants ou d'autres personnes au cycle supérieur ou des professionnels de la santé, je pense que c'est primordial. Et de rester axé sur le sens, en fait. Bon, c'est sûr que j'ai parlé de spiritualité, je travaille sur le sujet de la mort et du deuil. Mais je pense que, comme l'a dit le professeur Cherblanc, quand on réussit à faire quelque chose qui a du sens pour nous, c'est toute la motivation, c'est là qu'on peut aller chercher toute la force de persévérer à travers les difficultés. Donc, de se questionner constamment sur pourquoi je le fais, qu'est-ce que j'aime dans ce que je fais, puis ça l'aide à passer les délais courts, les examens plus complexes et les anxiétés quotidiennes. Donc, voilà, c'est ce que je me dirais. Merci infiniment, professeur Jacques Cherblanc, Geneviève Gauthier, pour votre partage sincère et authentique. Merci à vous, auditeurs, d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Alors, vous l'avez entendu, sortez de votre isolement, soyez attentifs et curieux, travaillez avec des gens que vous aimez, allez visiter la plateforme La Vie, la Mort, on en parle, utilisez cette plateforme et partagez-la aux personnes actrices ou aux personnes bénéficiaires et écrivez-leur si vous voulez plus d'informations, vous avez des questions ou vous voulez rejoindre cette plateforme. Merci.